Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition et l'appel au calme en Côte d'Ivoire du chef d'état-major de l'armée. À Abidjan et Yamoussoukro, certains militaires mécontents qui ne veulent pas renoncer aux revendications financières ont fait entendre leur colère par des tirs un peu plus tôt dans la journée. Le point dans un instant en direct d'Abidjan avec Arnaud Froger, notre correspondant. À 2 jours de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, nous ferons le bilan africain du quinquennat impliqué dans la lutte contre le terrorisme. François Hollande a moins été présent dans la défense de la démocratie. Et puis cette semaine marquait le 36e anniversaire de la mort de Bob Marley. Au Mali, la communauté Rasta célèbre l'icône jamaïcain avec tout ce week-end des conférences et des concerts. Reportage à suivre. L'argent ou la mort, voilà ce que réclament les mutins en Côte d'Ivoire. Une partie des soldats avait pourtant annoncé jeudi soir renoncer à leurs revendications financières lors d'une cérémonie avec le président Alassane Ouattara. Mais cela a finalement déclenché un mouvement de grogne. Les autorités négocient avec les mutins. Le calme est revenu et le chef d'état-major de l'armée était en direct ce vendredi soir à la télé ivoirienne. Il a lancé un appel au calme. Arnaud Froger, vous êtes à Abidjan, est-ce que l'appel a été entendu, cet appel au calme qu'a lancé le chef d'état-major de l'armée? Bien, écoutez, on verra dans les prochaines heures. En tout cas, cette allocution de la part du chef d'état-major des armées ivoiriennes a été très courte. Il a invité les militaires à faire preuve d'une grande discipline. Celui qui avait été nommé chef d'état-major des armées, rappelez-vous, au lendemain du premier épisode de mutinerie en janvier dernier, a donc, vous le disiez, appelé les mutins au calme. Un message d'apaisement qui a aussi quelque part pris la forme d'un avertissement. Ceux qui se livrent à des actes peu honorables s'exposeront à des sanctions sévères, a-t-il prévenu. On est ici en fait sur la même ligne que les autorités ivoiriennes qui nous confiaient un peu plus tôt qu'il n'y aurait pas de négociation financière cette fois, contrairement à ce qu'il s'était passé au mois de janvier. Le pouvoir ivoirien ne veut plus payer les mutins. Le versement d'une partie des primes réclamées par ces mutins en janvier avait en quelque sorte créé un appel d'air et suscité d'autres mouvements d'humeur chez les militaires. Ce message de fermeté s'est aussi traduit par le déploiement de forces armées et de véhicules blindés aux abords des camps qui abritent les soldats mutins un peu partout dans le pays. La décision a été prise ce midi à l'issue du Conseil national de sécurité présidé par Alassane Ouattara. Le pouvoir se veut dans tous les cas rassurant. Les tirs entendus un peu partout dans plusieurs villes du pays se sont estompés et ce soir, le calme est revenu ici aussi à Abidjan. Merci Arnaud Froger pour vos explications depuis Abidjan. Cette résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo, une épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée dans le nord-est du pays, dans la province du Bawele. Déjà 3 morts selon l'OMS depuis le 22 avril dernier. L'Organisation mondiale de la santé déclare travailler avec les autorités congolaises pour déployer rapidement le matériel sanitaire dans cette zone difficile d'accès. Et selon les spécialistes, il ne faut pas céder à la panique. Écoutez. Ce n'est pas la panique, hein. Nous avons vraiment l'expertise et nous avons des équipes multisectorielles qui sont vraiment formées. Nous pouvons, en moins de 2-3 mois, nous aurons vraiment la maîtrise de la situation et l'épidémie sera donc contrôlée. Nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas une expansion et que l'épidémie reste confinée, n'est-ce pas, à l'épicentre même, n'est-ce pas, de cette épidémie. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe répondait à Thomas Nicolon. Au Cameroun, les dockers de Douala sont en grève. Ils étaient des centaines sur le pont de la capitale économique à réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail. Un accord a pourtant été signé avec le gouvernement, mais tarde à se mettre en place, selon les grévistes. En France, c'est dans 2 jours que se terminera le quinquennat de François Hollande. La passation de pouvoir avec Emmanuel Macron est programmée ce dimanche. L'occasion de faire le bilan africain du chef de l'État sortant. François Hollande a voulu être le président mettant fin à la France-Afrique. Il a lancé plusieurs opérations militaires sur le continent. Le résumé de Clément Bonnereau. 14 janvier 2017, le président François Hollande fait ses adieux à l'Afrique lors du sommet de Bamako. Dans son discours, il salue la solidité des liens avec la France et revient longuement sur l'intervention française au Mali 4 ans plus tôt. Et lorsque la France intervient désormais en Afrique, j'insiste sur le mot désormais, c'est toujours à la demande d'un pays souverain, avec l'accord de l'Union africaine et aux côtés des forces africaines dans le respect du droit international.
C'est sans doute l'un des épisodes les plus marquants de la présidence de François Hollande. Cette décision que j'ai prise... La France intervient au Mali en janvier 2013 à la demande du président Diokounda Traoré. Le but, stopper l'avancée des djihadistes qui contrôlent le nord du pays et menacent désormais la capitale Bamako. L'opération Serval est lancée, des dizaines de frappes aériennes sont menées et quelques 3500 militaires sont déployés. En quelques semaines, les principales villes du Nord sont libérées et François Hollande est accueilli en héros à Tombouctou le 2 février 2013. Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire au président Hollande? C'est un héros national. On va le remercier. Je dis au président français que je lui dis merci beaucoup, que Dieu lui paye beaucoup. Tout ce qu'il a fait pour le Mali, vraiment, on ne sait pas comment il peut le remercier. Si l'intervention malienne est à l'époque saluée comme un succès, 4 ans plus tard, la menace islamiste sur le nord Mali et au Sahel est loin d'être éradiquée. L'armée française intervient désormais dans la région dans le cadre de l'opération Barkhane, en coopération étroite avec le Tchad. Une alliance très critiquée par les associations de défense des droits de l'homme qui dénoncent le silence de François Hollande face à la brutalité du régime d'Idriss Déby. De 2013 à 2016, la France s'engage aussi en Centrafrique. Le pays, au bord de la guerre civile après la prise du pouvoir par les rebelles de la Séléka, est stabilisé, mais les tensions restent fortes entre chrétiens et musulmans. Un bilan en demi-teinte, entaché également par les accusations de viol et d'abus sexuels sur des enfants par des militaires français. En arrivant au pouvoir, François Hollande connaissait peu l'Afrique. Il y laisse une forte empreinte et des liens renforcés avec la France. Alors on vient de le voir, François Hollande s'est impliqué sur le terrain de la sécurité, en Afrique un peu moins sur celui de la défense de la démocratie. On ne l'a pas entendu quand les chefs d'État africains changeaient la Constitution pour rester au pouvoir. Une certaine stratégie, comme nous l'expliquait notre confrère un peu plus tôt, Christophe Boisbouvier, rédacteur en chef au service Afrique d'RFI. Il était notre invité tout à l'heure. Le tournant, en fait, c'est en janvier 2013, justement, quand il a cette obligation militaire et stratégique. Il lui faut des alliés pour aller chercher les islamistes dans l'Adrar des Iphoras au Nord Mali. Et ses alliés, c'est le Tchad d'Idriss Déby, qui est un chef d'État avec lequel il était très distant pendant la première année de son quinquennat à cause du fait qu'il n'y a pas d'alternance au Tchad. Donc voilà, tout change à partir de cette réelle politique à laquelle il doit se plier. Et en effet, après, en Centrafrique, il a besoin aussi du Congolais Denis Sassou Nguesso. En 2015, en effet, il valide ce référendum par lequel Denis Sassou Nguesso peut changer de constitution pour briguer un 3e mandat. Et puis l'année dernière, donc, il est resté stratégique en fait. Voilà, il ferme les yeux sur de multiples élections très controversées, Congo-Brazzaville, Tchad, Djibouti, Gabon bien sûr. Ce qui fait qu'en effet, beaucoup de démocrates et de gens de la société civile ont été déçus. Je pense qu'il y a une petite phrase qu'on avait à peine notée pendant le sommet Afrique-France de Bamako en janvier dernier. Il était sorti de son texte, François Hollande, il disait « Je ressens comme un goût d'inachevé, parce que je ne me représenterai pas, je pars dans 3 mois. » Ce goût d'inachevé, je crois que c'est notamment par rapport à la question des démocraties en Afrique. Et Christophe Boisbouvier qui fait partie de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères de RFI assassinés en 2013 au Mali. Association qui a adressé ce vendredi une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, lui demandant de prendre le relais de François Hollande et de tout faire, je cite, pour que les coupables du crime de Kidal soient capturés, vivants, jugés et condamnés. Cette semaine marquait l'anniversaire de la mort de l'icône du mouvement Rasta et reggae Bob Marley. Le Jamaïcain a été célébré dans le monde entier et particulièrement au Mali. À Bamako, un concert a donné le coup d'envoi à un week-end d'hommage. Voyez ce reportage de notre correspondant Anthony Fouchard. Bob Marley au Mali, c'est avant tout l'histoire d'une lutte, un combat perpétué aujourd'hui par le polémiste malien Mohamed Batili, l'un des chefs de file du mouvement Rasta. L'héritage de Bob Marley dans le pays est loin d'être seulement musical. Ça signifie aujourd'hui être Rasta au Mali, quelqu'un qui pense à contribuer au renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, dans le but de permettre au maximum de Maliens d'accéder à l'eau potable, à un système de santé universel et de qualité, et qui puisse créer de l'emploi pour tout le monde, protéger la dignité, défendre et sécuriser les Maliens dans leurs biens.
Marley, c'est aussi et pour certains surtout de la musique. Le 11 mai au Mali, date de la mort de Marley, c'est presque une fête nationale. Bob Marley, en Afrique ici, on prend Bob Marley comme un demi-dieu, quoi. Bob Marley, il a fait beaucoup pour nous en Afrique. Et même au beau milieu de la fête, la guerre qui déchire le pays reste dans les esprits. Les discours de réconciliation ne sont jamais très loin. Donc on ne peut pas avoir de paix sans une jeunesse solide. Donc quand vous voyez ici les spectacles, tous les jeunes sont égaux. On est tous venus ici, c'est-à-dire pour Bob Marley. Les commémorations en hommage à Bob Marley vont se prolonger tout ce week-end avec un mot d'ordre pour la jeunesse malienne, continuer à se battre pour leurs droits. Et on continue l'hommage dans le journal de l'Afrique. On se quitte avec Get Up, Stand Up de Bob Marley. Restez sur France 24.